troisième invité de la journée est Clemens Bornschläger, que nous sommes ravis d'accueillir à Lyon, qui est professeur de littérature allemande moderne à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich, et qui va nous proposer une réflexion sur le problème de la modernité à partir d'une œuvre que du moins nous Français aurions envie d'appeler classique, qui est le Faust de Goethe. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas parler tellement de la modernité artistique, mais je vais parler de la modernité historique telle que Goethe l'a définie ou essaie de la penser dans le Faust. Devise, vous connaissez bien le mot de Talleyrand, mais je le prends au sérieux. Ceux qui n'ont pas connu l'Ancien Régime ne pourront jamais savoir ce qu'était la douceur de vivre. Voilà. L'écriture du Faust de Goethe s'étale de 1770 à 1830 et la tragédie accompagne donc sur le plan historique le bouleversement épistémique qu'a décrit Foucault dans l'ordre des choses. C'est exactement la même époque. Ce bouleversement consiste dans la transition du régime classique de la représentation vers l'ordre du savoir productif, dans lequel l'être humain devient l'origine et la fin de tout savoir. Autrement dit, l'homme se conçoit comme un doublet empirico-transcendantal. Dans le Faust de Goethe, en particulier dans la deuxième partie de la tragédie, qui débute avec l'introduction du papier-monnaie, l'avènement historique du monde technoscientifique et industriel se trouve au centre même de l'action dramatique. Heidegger décrira cette même dynamique comme l'émergence de l'époque de la technique. Elle s'accompagne de ce qu'on appelle la sécularisation, à savoir l'intrication, ou bien mieux encore, l'involution intégrale de Dieu dans la finitude et dans le savoir techno-industriel. Celui-ci vise à rendre possible la domination souveraine de la nature par l'homme, y compris la domination de la nature humaine, qui, elle, est toujours sujette à des ratés. Vous le savez. L'ancienne religion devient petit à petit superflue, sa piété verticale, tournée vers le Seigneur ou le Dieu maître, est transposée sur le plan horizontal de l'activité humaine qui sera sacralisée à son tour, comme l'a montré Max Weber dans l'esprit du protestantisme. Ce sera donc la Weltfrömmigkeit, la piété tournée vers le monde, vers l'être actif dans le monde. L'homme devient alors le seul auteur et détenteur légitime de toutes les richesses, des divinités, des choses visibles et invisibles. Pour ce qui est du champ plus particulier des arts, ce processus de transformation débouche sur ce qu'Hegel a nommé, vous le savez, la fin de l'art. Désormais, la vérité des choses n'apparaîtra plus sous les atouts de la poésie. La vérité est dite et administrée par la science, entendue science comme singulare tantum. Alors que les arts sont déplacés dans le domaine du divertissement comme distraction, plaisir pour le temps libre où l'homme actif et productif se régénère. Ou bien l'art ancien devient utile à son tour, c'est-à-dire mis au service du progrès, par exemple quand les sculptures servent d'études anatomiques. Dans le troisième livre des années de voyage de Wilhelm Meister, grand roman de Goethe, Goethe décrit ce phénomène sans aucune nostalgie. Je cite, ça m'a toujours bien plu, ce passage. « J'ai un habile homme, reprit le maître sculpteur, dont le métier n'allait plus parce que les saints et les martyrs qu'il avait coutume de sculpter ne trouvaient plus de débit. Je lui ai conseillé de se mettre à fabriquer des squelettes grands et petits. » Fin de citation. En effet, le Faust de Goethe accompagne à travers la genèse du texte pendant plus de 3 décennies la transformation historique qui mène de l'ordre de la représentation à l'ordre de la production, et il le fait de façon affirmative. Cela signifie que la tragédie faustienne est également la tragédie de la disparition de l'art et de sa représentation du monde, ce qui explique pourquoi le Faust de Goethe tente de résumer en lui de manière muséale toute la poésie qui l'a précédée ainsi que toutes ses formes. Le drame le fait au sens que Goethe avait appliqué à Calderon. Oui, je pourrais dire que si la poésie disparaissait et complètement du monde, on pourrait la reproduire à partir de cette pièce.
Et en effet, si vous connaissez le Faust, vous trouvez tous les maîtres, tous les strophes, etc., tous les gens. Or, l'autodétermination de l'homme et sa prise du pouvoir absolu par le savoir scientifique ont un prix, il y a un os méphistophélique. C'est que la libération des contraintes de l'ancienne nature, mais aussi de la société féodale, ainsi que de la religion dogmatique, ne mène nullement à la liberté, à tout le moins pas à celle de l'oisiveté, de la contemplation, de l'admiration inactive ou du plaisir antiproductif, car elle mène à cette autre contrainte qui est celle de la nécessité du Streben, c'est-à-dire l'élan de la recherche insatisfaite, continue, inextinguible. La nouvelle liberté de l'homme créateur des dieux et de la nature implique l'impératif de l'activité, de la production et de l'effort continu. Bref, elle mène au travail sans répit et sans repos. Ce que nous faisons aujourd'hui. Faust, je vous cite ces fameux vers. Si je m'étends jamais sur un lit de paresse, mes désirs apaisés, que s'en soit fait de moi. Si tu fais, me flattant de ta vaine promesse, que mon cœur s'éprenne de soi et de la jouissance adore la caresse, que vienne alors mon dernier jour. J'accepte le pari. Méphistophélès sédit, Faust, et sans retour. Si je dis à l'instant qui passe, arrête-toi, tu es si beau. Alors que ta chaîne m'enlace, alors que s'ouvre mon tombeau, que le glas des morts retentisse, que s'achève aussi ton service, que l'aiguille retombe à l'heure du trépas et que le temps pour moi s'anéantisse. Ça, c'est le pacte. La nouveauté de ce Streben acharné réside dans ce qu'il ne connaît plus de maître jouisseur au sens de l'antiproduction. Autrement dit, le nouvel homme n'est libre que s'il travaille afin de dépasser sa vieille condition humaine soumise aux puissances naturelles, maladie, mort, soif, etc., etc. La nouvelle liberté n'est justement plus celle d'un maître seigneur, ce n'est pas une liberté opposée à la servitude, mais c'est une liberté dans le travail et dans l'effort, ce qui mène tout droit à l'esclavagisme généralisé et collectif, à un mode de vie inféodé au projet de production et de progrès. La grande promesse faite à l'humanité consiste à libérer l'homme de sa condition humaine, c'est-à-dire à surpasser l'ancien Adam, y compris le péché originel, la mortalité, le besoin et les peines. Et c'est en ce sens que Faust devient un véritable Führer, le guide gestionnaire des hommes travailleurs modernes. Il planifie, il coordonne et il réalise le projet de l'amélioration permanente du monde. Faust ne représente pas, il ne contemple pas, mais il agit et réalise. Dans le sens d'Alain Badiou, le ciel. Faust, je cite, « Comme me réjouit le cliquetis des bêches. Tous ces gens s'échinent pour moi de la terre, comblent les brèches, assignent aux vagues leurs droits, entourent la mer d'une chaîne. Surveillant, oui, je veux que tu fasses en sorte d'avoir des travailleurs en foule par milliers. Je veux que chaque jour on me donne nouvelle de combien a grandi le fossé commencé. Ça, c'est le grand travail de Faust. Le projet colonisateur de Faust est censé ouvrir de nouveaux espaces à plusieurs millions de personnes. Le plan est conçu à l'échelle planétaire et ne vise rien moins que la transformation de l'humanité telle qu'elle existait jusque-là et la transformation de l'ancienne terre au sens de la parole biblique que le serpent adresse à Ève. Le mot du serpent est explicitement cité dans la tragédie « Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum ». Méphisto commente cette parole dans la première partie de la tragédie dans ses vers ironiques. « Suis seulement le vieux dicton de mon cousin, le serpent, de te savoir à l'image de Dieu, et elle tremblera certainement. » Finalement, cette ironie s'avère être fausse. Bon, bref. Gerhard Kaiser a décrit avec raison, je trouve, le projet faustien comme un projet de salut et de rédemption post-chrétien. Je cite Gerhard Kaiser. « Faust se comporte comme le créateur d'un monde nouveau et le sauveur des peuples. À travers son ample entreprise de colonisation, il entend réaliser un maximum de gains en terre. Le fait que Faust tente de créer plus d'espace vital pour l'homme en asséchant la mer témoignait de sa tentative de quitter le sol de l'histoire.
de s'échapper de l'histoire comprise comme une chaîne éternelle d'événements. La réalité historique doit passer vers une potentialité absolue. Faust dépasse même le rêve américain du pays de la liberté, des possibles et illimités, en formant le rêve d'un monde effectivement nouveau. C'est le commencement absolu d'une nouvelle histoire humaine qui doit être posée, et Faust veut être celui qui accomplira cela. Fin de citation. Le point décisif du projet faustien consiste en ce que la libération de l'homme, de la domination des anciennes puissances politiques et religieuses, ne conduit précisément pas au royaume de l'oisiveté. L'émancipation ne mène pas à l'inactivité jouisseuse. Elle ne conduit pas à une quelconque, c'est maintenant un mot lourd de sens, mais comme ça, idylle. Il n'y a plus d'idylle à partir de Faust, il n'y a plus d'idylle chez lui. Le Streben permanent appelle la mise en œuvre immédiate d'une forme nouvelle et violente de corvée sans répit. Faust le dit de manière aussi franche que brutale, je cite Goethe, « Seul mérite la vie avec liberté qui doit chaque matin les conquérir sans cesse. » Les travailleurs deviennent des lémures à moitié morts auxquels Méphisto fait miroiter de nouvelles richesses. On nous a dit l'histoire, nous ne devons pas obtenir un vaste territoire. Et Faust commande pour sa part à son armée de travail, c'est-à-dire à l'humanité entière. Allons, debout, valets, hors du lit maintenant, montrez avec honneur l'audace de mon plan. Saisissez vos outils, maniez pioche et pelle, accomplissez bientôt tous les projets prescrits. À l'ordre rigoureux comme au rapide zèle sont toujours réservés les plus superbes prix. Que faut-il pour que le grande œuvre s'accomplisse? Seul esprit pour 1000 bras à son service. Que de fureur, Faust fureur. De toute évidence, Faust n'est pas, et ne peut pas être d'ailleurs, un souverain jouisseur décadent. Il est, selon la formule de Gerhard Kaiser, à la fois, je trouve cette description formidable, prince, économe, chef de guerre, pirate, ingénieur environnemental. Et à côté de cela, il est encore possesseur du monde et entrepreneur, gestionnaire global. C'est pourquoi il a appelé de manière expresse patron son entreprise résolument scientifique, et c'est ainsi que le Führer créateur du nouvel homme, lié à Méphisto, ce grand dialecticien, il se propose d'abolir l'ancienne création pour en faire la propriété de l'homme. Je veux le pouvoir et la possession, car la gloire n'est rien, tout est dans l'action. Maintenant, je saute tout un paragraphe et je vous donne, c'est pas une nouvelle, je lis cette figure de Faust à partir de ce que je viens de dire comme une allégorie de ce que Marx et Engels ont appelé 2 décennies plus tard la bourgeoisie. La bourgeoisie triomphante qui ne connaît, avec son esprit capitaliste, triomphant. Voilà, donc je saute ça. Je veux terminer mon propos avec une question. Je crois, bon, de toute façon, je peux vous citer un tas de textes de Goethe où il fête, où il célèbre ce nouvel esprit protestant de l'activité, du Streben, etc., de l'effort continu. Donc, troisième point, aussi éclairante que puisse être la lecture, je crois, du personnage goethien de Faust comme une allégorie de la bourgeoisie triomphante, aussi plausible que puisse paraître la dynamique révolutionnaire et la destruction de l'ancien ordre féodal, je crois c'est clair, il n'en restait pas moins que la question du rapport entre l'aspiration humaniste à l'émancipation et la dictature capitaliste reste, elle, je crois, à éclaircir. On peut, encore une citation de Kaiser, suivre sans difficulté sa description. Kaiser a décrit l'entreprise faustienne comme un projet dictatorial et totalitaire, le modernisme capitaliste et la bourgeoisie comme une modernité dictatoriale et une modernité totalitaire. Je cite.
L'homme qui souhaite se tenir sur un sol libre avec un peuple libre veut produire ce sol comme un dictateur, s'attaquant aux masses à l'aide d'oppression et de tours de passe-passe en maniant la carotte et le bâton, par la mise sous tutelle et des tours de corvée. À cause de l'idée d'une humanité libre, il abaisse hic et nunc les hommes qui ne sont que du matériau humain. Il ne fut jamais aussi antisocial, Faust ne fut jamais aussi antisocial qu'à l'instance de son utopie sociale. La rime entre la réconciliation de la terre, versöhnen, mit der Erde versöhnen, avec l'activité de la masse, frönen, pointe ce cynisme. Les armées de réserve industrielles du XIXe siècle débouchent dans les armées de travailleurs étrangers, des esclaves des camps de concentration. Les hommes sont aux yeux de Faust juste assez bons pour former la frise sur le socle de son monument à l'épreuve du temps, celui de son autodivinisation comme homo faber. De manière souterraine, les nombreux millions d'hommes auxquels Faust veut faire de la place renvoient au cœur de son rêve, les éons de sa gloire posthume. C'est une vision presque clairvoyante et sarcastiquement anticipatrice des rêves politico-sociaux qui fleuriront au XIXe et XXe siècle et qui ont exigé des sacrifices aussi inouïs. Le travail forcé, les assainissements et la construction d'un canal sont une triade tristement célèbre. Fin de citation. La description me semble plausible. Il n'en reste pas moins que la formule de la vision presque clairvoyante reste problématique. Elle vise de toute évidence les régimes totalitaires du XXe siècle. L'hypothèse du comme si qui se trouve derrière la formule du presque ne relève pas du hasard, car le sarcasme goéthéen, les sarcasmes critiques dont Goethe crédite Goethe, n'en est pas un dans ma lecture. C'est une impression rétrospective qui présuppose la connaissance des camps de concentration, etc., c'est-à-dire de l'histoire sanglante du XIXe et du XXe siècle. La tragédie de Goethe, à l'inverse, présente l'entreprise capitalistico-dictatoriale du docteur Faust sans aucun sarcasme, sans aucune critique et sans aucune épouvante. C'est pourquoi Erich Strunz commente à raison le projet de Faust de façon beaucoup plus positive. Faust est désormais, comme dictature brutale, un homme mené par son insatisfaction, ein Streben. Sa vision est un plan d'avenir radieux. Autrement dit, l'entreprise faustienne de création du monde est et reste le projet visionnaire grandiose et exemplaire de la modernisation techno-scientifique du monde, d'une rédemption et d'une amélioration de l'humanité, projet qui est sans cesse approuvé et visé dans la tragédie. C'est le projet d'un héros qui, malgré, ou plutôt du fait même de son hybris, finit par être racheté, et qui n'est précisément pas, c'est ça, au sens propre du mot, envoyé au diable. Aussi illusoire et cynique que puisse paraître l'ascension au ciel, les figures mariales, les cantiques d'anges, au vu de la faiblesse de la pratique religieuse du héros. Vous connaissez la fin de Faust. Autrement dit, le Faust de Goethe affirme sans aucune réserve la modernité capitaliste et bourgeoise, dictature brutale incluse. Il y a rien d'autre. L'adieu donné aux vieux pouvoirs, seigneurs féodaux, églises, principicules, etc., par l'humanisme émancipateur n'exclut pas du tout le nouvel esclavage, mais il l'inclut de manière compétente, libre et active, comme dit Goethe. En effet, ce qui ne se trouve pas dans la tragédie goethéenne, ce sont les renvois historiques vers les révolutions démocratiques en France, aux États-Unis d'Amérique, et dont les acteurs n'étaient évidemment pas moins bourgeois et commerçants que Faust et Méphisto. Sur le plan politique, les révolutions bourgeoises n'installent pas des dictatures menées par des scientifiques ou des professeurs d'université allemands, incarnant le savoir absolu, mais des républiques ou des monarchies constitutionnelles avec parlement, liberté, libérale, etc. L'absence d'emphase démocratique du Faust n'est pas un scandale intellectuel pour autant. Elle s'explique par les conditions spécifiquement germaniques à partir desquelles Goethe pense la modernité capitaliste, germanisme qui est très très présent dans la pièce, je ne vais pas m'étendre.
Dans son étude historique portant sur les origines sociales de la dictature et de la démocratie, le sociologue américain Barry Moore a fait remarquer, premièrement, qu'il y a plusieurs chemins vers le monde moderne du capital, à savoir des chemins démocratiques, fascistes, réactionnaires et communistes asiatiques. C'est comme ça qu'il les classifie. Deuxièmement, que ceux-ci dépendent essentiellement de différentes conditions sociopolitiques, mais aussi agraires et géographiques, notamment, là je cite les critères de Barry Moore que je trouve très évidents, notamment des relations des classes supérieures possédant du foncier avec la monarchie, de leur réaction aux exigences de la production pour le marché, ainsi que de relations des classes supérieures possédant du foncier avec les habitants des villes. Ce sont les paramètres avec lesquels ils travaillent. En d'autres termes, la modernité capitaliste n'a de rapport avec des régimes démocratiques que de manière contingente. Il n'y a aucun déterminisme historique, même si Marcel Gaucher ou Francis Fukuyama souhaitent l'inverse, qui lierait le monde capitaliste aux démocraties de type occidental, c'est-à-dire français, anglais, américain. L'émancipation de l'homme moderne ne vise pas spontanément les droits fondamentaux, le parlementarisme, l'égalité. La notion est d'abord, et l'émancipation, la notion est d'abord et essentiellement négative. L'émancipation de l'homme moderne se rapporte à la chute de l'ordre féodal, dont les hommes se sont libérés. En règle générale, ils furent si bien émancipés que leur émancipation les a transformés, vous le savez, immédiatement en prolétaires vagabonds hors la loi. C'est pourquoi l'émancipation ne met pas de côté, mais au contraire, elle promeut le nouvel esclavage par le travail libéré. Elle installe un monde dont la seule finalité est la croissance continue de la richesse abstraite et sa réalisation est dans le moteur et le décodage permanent de tous les liens sociaux, de tous les systèmes de croyances et de toute référence symbolique. Ce qui compte, c'est la réalisation de la plus-value. Même le mot d'avertissement de Méphisto ne peut rien contre cette dynamique. Je cite Méphisto, « Vous êtes perdus, quoi qu'on fasse, les éléments nous sont acquis. Et la destruction menace ce que vous avez entrepris. » La mise en garde contre l'anéantissement et la destruction tourne à vide parce que cette même destruction a déjà pénétré dans le nouvel ordre. Elle en fait partie et c'est même ce qui est espéré. L'ascension au ciel de Faust, vous connaissez, celui qui toujours travaille, animé de nobles désirs, nous pouvons le délivrer, n'est donc pas une bonne nouvelle. Walter Benjamin l'a déchiffré tout autrement. Et je finis. Au cœur de ce mouvement religieux qu'est le capitalisme se trouve l'endurance jusqu'à la fin, jusqu'à l'endettement définitif et complet de Dieu, l'état du monde où le désespoir qu'on espère justement est atteint. C'est en cela que réside le caractère inouï du capitalisme, à savoir que la religion n'est plus réforme de l'être, mais sa démolition. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la politisation du problème de la modernité en art. Oui, une lecture. Des questions, remarques, Michael Zimmermann? Remarque très simple, peut-être une question. Est-ce que votre lecture est une lecture dans le sens de Walter Benjamin aussi? Moi, je dirais que oui. Moi, je dirais que oui. Pas les Wahlverwandtschaften, même les Wahlverwandtschaften. Non, ce que je voulais montrer, c'est Goethe. C'est donc un texte qui essaie de capter toutes les dynamiques de l'époque entre 1770 et 1830. Donc, c'est un poème très complexe et très bizarre aussi. C'est même pas une tragédie. Ce qui m'a importé, c'est la fin de l'art. Goethe est du côté de Hegel
Il pense la fin de l'art, c'est pour ça Herder, Goethe, même combat, mais pas le romantisme. Goethe, il est les romantiques parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, à mon avis. Ils sont nostalgiques. Goethe caractérise le temps moderne par un adjectif qui m'a toujours bien plu, ça s'appelle vélociférique. Vélociférique, comme Lucifer, mais vélo. C'est l'accélération, c'est l'industrie. Et tous les textes de Goethe, aussi les années de voyage de Wilhelm Meister, ne parlent de rien d'autre, comment transformer les métiers, les arts en industrie. Rien d'autre. La troisième partie, vous trouvez que des descriptions des machines. Des machines. L'industrie. Et voilà, c'est tout. Et à propos de Balzac, il dit, bah oui, il est bien joué, Balzac, mais quel monde quand même qu'il doit décrire. C'est-à-dire, il se retourne, pour lui c'est fini. C'est comme Hegel. C'est-à-dire, l'art est fini. Tout ce qui est là, c'est du romantisme, mais dans le romantisme kitsch, c'est-à-dire faux. D'autres remarques sur cette question de la fin de l'art, sur la question économique, politique? Si je peux encore ajouter, oui, c'est une chose très connue en histoire de la littérature, mais il a un peu tué le drame avec un drame qui est impossible à jouer. Donc, en vidant la forme par une espèce d'inflation, il montre que la structure de clôture qui est dans le drame, la tragédie, etc., est, pour ainsi dire, supprimée. Ça aussi, une lecture très belle. C'est pourquoi il y a des satires, des romantiques contre le Faust, et c'est-à-dire l'art moderne, dans le sens du modernisme, est un art qui promeut la religion, il faut bien le dire, y compris Baudelaire. C'est très sérieux, c'est un art anticapitaliste et c'est un art en quelque sorte anti-technique, pas anti-technique, mais anti-technique utilitariste. Et je crois que c'est ce que Goethe a vu, mais Goethe de l'autre côté, et il a assumé la fin de l'art dans le savoir industriel et technique. Le reste, c'est que entertainment, régénération, wellness. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer dans l'itinéraire poétique de Goethe l'abandon des idylles, justement, ce type-là de drame ou de justement, cet avènement de la fin de l'humanité maintenant, c'est l'humanité nouvelle qui doit être construite, et c'est maintenant, et c'est ce temps-là qui va arriver avec Hegel d'ailleurs. C'est sérieux. Et je me permets de poser cette question vraiment en ne connaissant pas l'immensité de l'œuvre de Goethe. Est-ce qu'il y a des raisons politiques extérieures ou est-ce qu'il y a un développement interne à son œuvre et à sa poétique qui explique la possibilité de quelque chose comme le Faust? Le Faust est conçu, à mon avis, comme une soumma. C'est vraiment une soumma, c'est une soumma de toute la poésie. Il veut clore. C'est une tragédie qui clore. D'ailleurs, c'est pas une tragédie. Au sens, il n'y a pas d'action, il n'y a rien du tout. Il y a des fantasmagories, il y a toutes ces... les rimes sont... comme disait Geralt, combien de vers? 13 000, je crois. 13 000. C'est insupportable. Ça se perd en allégorie. La meilleure satire de Faust II, vous trouvez au début des mondes de Dostoïevski,
quand les héros, il a fait aussi un tas de cœurs avec des choses animées, inanimées, etc. Et plus personne ne sait ce que ça veut dire. Mais on peut lire le Faust de Goethe, et je vous ai proposé une lecture assez directe à partir de ce projet de la naissance du nouvel homme et la fin. Mais en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la relation entre Goethe et Hegel. Comme tu l'as exposé, on dirait presque que chez Goethe, ce qui prend la place du savoir absolu, c'est la technique. En quelque sorte, disons, ou même l'industrie. L'industrie au sens large. Geschicklichkeit. L'habileté. Oui, habileté. Et je me suis dit, il y avait un moment où Goethe a lu Hegel, vers 1802 à peu près. Il conçut le projet avec Schiller de faire apprendre à Hegel de s'exprimer correctement parce que ses livres sont illisibles. Mais ils ont abandonné le projet. Mais je ne suis pas sûr s'il y a une sorte de connaissance réelle du côté de Goethe de ce que fait Hegel, disons, dans les années 20 à Berlin. Tu en sais quelque chose? Parce que tout ce que tu dis semble provoquer la question, comment tout cela, ce modèle qui semble formellement homologue à ce que fait Hegel, comment les deux, disons, positions se mettent en rapport ou s'ignorent simplement? Je peux vous conseiller la lecture d'un superbe livre de Karl Löwit von Hegels Nietzsche. Et là, dans les 2 premiers chapitres, vous trouverez toutes les lettres que les deux échangent. Évidemment, mais ils sont d'accord sur le fond. Et le fond, je ne vais pas m'étendre là-dessus, le fond, c'est une sorte de... je dis quand même, une sorte de protestantisme culturel qui met tout dans l'activité de l'humain. Et c'est Karl Löwit qui l'a bien montré, c'est assez la tragédie. Et là, Goethe et Hegel sont d'accord, et là, ils sont anti-romantiques, parce que le côté catholique, anti-romantique, c'est pas une sorte comment dire, d'idée fixe, obsession, névrose, etc. Ça n'a rien à voir. C'est une opposition très claire contre ce projet de clore l'histoire et de l'inclore dans l'industrie. Et ça, c'est pour ça mes réticences à lire Caspar David Friedrich comme ça. Je prends les croix de Caspar David Friedrich vues avec l'œil de Mephisto sont insupportables. Dans le kitsch, dans tout ce qu'il déteste.